On vous emmène à présent dans un domaine où la nature est reine, le domaine du Rayol Canadel, un jardin surnommé le Jardin des Méditerranées. Le visiter est une invitation au voyage dans le temps et dans l'espace. On y découvre des paysages issus de contrées lointaines comme l'Afrique du Sud, l'Australie ou le Chili. Ce soir, on vous propose de le découvrir à travers ceux qui le connaissent le mieux, ses jardiniers, ses guides, ses conservateurs. Le domaine du Rayol, le jardin et ses hommes, c'est un reportage de Sidonie Caneto et de Sophie Acarias. Marcher dans le domaine du Rayol, c'est traverser plus de 100 ans d'histoire. Un jardin bijou que l'on doit au Conservatoire du Littoral. Un jardin précieux, entretenu chaque jour par une équipe de salariés passionnés. Nous allons vous raconter l'histoire de ce lieu d'exception et partir à la rencontre de ceux qui s'en occupent. « 364 jours par an, les pas des salariés de l'association du domaine du Rayol font chanter les graviers de l'allée principale. Aurélia Leroux, bretonne, est guide ici depuis 6 ans. Elle a débuté comme stagiaire et n'a jamais plus quitté l'endroit. Dans ce jardin, on prend le temps. C'est ça qui est super. On prend le temps d'observer, de comprendre chaque plante, de comprendre l'utilité un petit peu de toutes ces plantes sauvages, d'observer cette petite mouche, cette petite abeille qui passe de fleur en fleur, comprendre vraiment l'utilité de chaque petite pièce comme ça de la nature qui permettent ce grand puzzle formidable et cet équilibre en fait qu'on aime observer. Et comme un rituel, sur cette ardoise, au pied des arbousiers, la jeune femme inscrit une phrase de Gilles Clément, le concepteur du jardin. Ces jardins nous proposent un voyage à travers des paysages dont le climat est comme le nôtre, méditerranéen. À l'intérieur de l'hôtel de la mer, la première visite commence. Si vous allez également au Chili, en Afrique du Sud ou encore en Australie, du coup, c'est toutes ces régions qui sont marquées en rouge ici sur cette carte. On va retrouver vraiment les mêmes caractéristiques climatiques, donc le fameux climat méditerranéen. Qu'est-ce que c'est beau! Quelquefois, quand je me promène comme ça, je me dis quand même, ma vieille, t'as de la chance d'habiter un coin pareil. Moi, j'ai voyagé beaucoup avec mon mari, et quand je reviens là, je dis quand même, ça sert à quoi d'aller si loin? On a tout ce qu'il faut ici. Oh, mais je suis toute seule, moi je m'en vais. Excusez-moi. Tout le monde est arrivé? Aurélia continue sa visite dans le jardin d'Australie. On va commencer par les fameux pompons jaunes qui ont attiré l'œil de tout le monde. Alors pour effacer encore les mauvaises idées, les mauvaises informations qu'on nous a données depuis qu'on est petit, sachez que tout ce qui fait des pompons jaunes, en fait, ce ne sont pas du tout des mimosas. Ce sont des acacias. Oui. Il n'y a pas de mimosa en PACA. Vous allez... Pour France 3. Ils sont plutôt tropicales, voire subtropicales, donc il va leur falloir beaucoup d'eau. Moi, j'ai réussi à en faire fleurir un, il était dans un aquarium. Les acacias ont les pompons jaunes et les mimosas, les pompons roses. Alors là, on arrive sur un des plus jolis points de vue. On va descendre quelques marches pour en profiter. Voici la pergola et son allée centrale. Le symbole du fameux jardin planétaire, c'est son principal concept à Gilles Clément, qui regroupe un petit peu tous les autres. L'idée de base, elle est toute simple. Imaginez juste, on prend la Terre et on imagine que cette belle planète, c'est un jardin à part entière. Ça paraît fouillis parce qu'on a tous l'habitude des jardins propres. Oui. On a tous cette image du jardin de Versailles, par exemple. Où exactement. Alors le but ici, c'est presque à la fin de la visite que vous vous déculpabilisiez complètement, que vous laissez aller votre jardin. Oh, c'est agréable, ça ne va plus rien faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que malgré tout, dans le jardin, les jardiniers n'arrêtent pas. Mais sauf qu'on ne doit pas voir la main de l'homme dans le jardin. C'est là la difficulté. Ils doivent intervenir tout le temps, mais il ne faut pas que ça se voie. Il faut que la biodiversité soit là également en place. Et les jardiniers
Justement, les voici en plein travail dans la zone technique. Le porticularia, le spec boom, ça s'appelle. Elle aurait 50 à 60 ans, d'après Nicolas qui nous l'a donné. Et voilà, là, tout ce- Alain Manceau, le chef jardinier, travaille ici depuis 7 ans. Et ce matin, il est en pleine discussion concernant un porticularia, une jolie plante, paraît-il, comestible. C'est acidulé et astringent, mais c'est consommable. Bon astringent, bon astringent. Dans la nature, en Afrique du Sud, ce sont plutôt les éléphants qui s'en régalent. Qu'elle constitue jusqu'à 80% du régime alimentaire des éléphants. C'est énorme. En fait, c'est une sélection qu'il y a eu avec l'éléphant. C'est-à-dire que la fragilité fait qu'il y a des petits morceaux qui tombent par terre et du coup, elle peut se reproduire. Comme cela arrive plusieurs fois par an, ce spécimen a été donné par un particulier. On n'affecte pas tout, parce qu'il y a des plantes qui sont que des plantes d'appartement, qui ont été déformées en poussant. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique, donc on l'accepte avec plaisir. Tu vas avancer le tracteur. Faites bien gaffe, parce que vraiment, elle casse. J'aime bien, toi, ça. On dit que c'est l'arbre d'éléphant, mais en même temps, elle a pratiquement la peau des pattes d'éléphant. C'est fou, hein? Direction la partie Afrique du Sud du domaine. On va la mettre en haut du coteau parce que c'est la zone la plus chaude. Parce qu'il y a la chaleur du coteau, plein sud. Et il y a un petit arbre qui va être dessus, qui va la protéger pour justement éviter au maximum les températures fraîches en dessous de 0 degré. Voilà. Alain est à la manœuvre. Attention aux oriops, attention tout doucement. Tout doucement. Voilà. Tu poses? Ce qu'il faut, c'est que vous souleviez à deux. Moi, le pot, je le tiens. Oh là, je suis tombé dessus. Attends, je suis embarqué. Ancien des Beaux-Arts, ces deux jardiniers créent des tableaux végétaux tous les jours. Il y a toujours un travail oui, de volume, il faut que les volumes ils s'accordent, il faut que même les couleurs, il faut qu'elles s'accordent au final. Cette plante-là, si on la mettait plus bas, si on la mettait plus à l'ombre, c'est pas dit qu'elle passe l'hiver. Donc il faut qu'elle ait cette place-là précisément parce qu'elle en a besoin. Mais cette place-là, elle a été choisie parmi d'autres places, toujours en prenant en compte l'aspect paysager de cette situation en fait. Le jardin fonctionne depuis 30 ans en zéro phyto. Si vous regardez bien, il y a très peu de dégâts liés aux maladies, liés aux ravageurs, parce que plus on va amener de végétaux, plus il va y avoir de diversité, et moins on aura de maladies et de ravageurs. Parce qu'on va avoir des oiseaux, on va avoir différents insectes qui vont s'autoréguler les uns les autres. Et c'est ce qu'il faut comprendre. C'est l'enjeu même d'un jardin, c'est celui-ci. C'est recréer un écosystème. En plein jardin australien, le bastidon. Sous les feuilles des eucalyptus, c'est là que Laurence Schlosser va se plonger dans les archives exceptionnelles du domaine. On a un grand fond iconographique de photographies anciennes qu'on a pu récupérer en fait en recontactant les descendants des anciens propriétaires. Depuis 10 mois, cette diplômée de l'école du Louvre a pour mission de fouiller le passé. Et la jeune femme a découvert de véritables trésors, comme par exemple les mémoires de la première propriétaire des lieux, la jolie Thérèse Courme. Là, elle arrive en 1912, juste après son mariage, et elle dit « Je ne puis prétendre en toute sincérité avoir aimé le Réole dès le début, habitué au parc calme et bien dessiné de l'Île-de-France. Le Réole n'était qu'un morceau de forêt descendant jusqu'à la mer. Mon mari, lui, voyait la propriété terminée, et devant une imposante pergola, entourée d'éboulis de terre, il me disait « Là sera la roseraie, ici le jardin exotique, là le verger. » À 27 ans, Thérèse vient d'épouser Alfred Courme, de 26 ans son aîné, un richissime aventurier. Alfred, natif de Bormes, achète 25 hectares. Le couple quitte sa trépidante vie parisienne pour s'installer ici, face à la mer.
Les Courmes font construire en 1908 une immense villa aux formes généreuses. Cette villa, c'est aujourd'hui l'entrée du domaine, l'hôtel de la mer. Le domaine aujourd'hui appartient, comme vous le savez sans doute, au Conservatoire du littoral depuis 1989. La visite historique du domaine, c'est la spécialité de Laurence. Au tout début du XXe siècle, en 1908 plus précisément. On est saisi par le contraste avec la façade nord, c'est la façade d'apparat, la façade ostentatoire. J'aurais bien voulu vivre un instant dans cette époque-là. Le petit groupe se dirige ensuite vers le Grand Eucalyptus, un des points phares du domaine. Il a été planté vers 1925. Les Courmes, pendant la Première Guerre mondiale, ils vont perdre une partie de leur fortune. Ce qui les oblige à vendre un bout du terrain et la somptueuse maison. Pour marquer les limites de la propriété, ils font planter une série d'eucalyptus, dont celui-ci est le seul survivant. Il a été planté vers 1925. Dans l'autre partie du jardin, les Courmes font construire une nouvelle maison, le Rayolet. La bâtisse devrait être restaurée d'ici quelques mois par le Conservatoire du littoral. Un nouveau style, en fait, il s'inscrit dans la nouvelle vogue pour le néo-régionalisme. Donc là, on ouvre exceptionnellement pour cette visite, puisqu'elle elle va être restaurée, mais actuellement, elle est inoccupée. À la mort de son mari, Thérèse Courme, la première propriétaire, vend les biens. Henri Potez, l'avionneur, rachète les deux parties du domaine et les deux maisons. Pour l'époque, le début du XXe siècle, elles sont très modernes. On voit qu'il y a de nombreuses salles de bain dans cette villa. Et ce qui témoigne aussi de la modernité du mode de vie, finalement, à la fois des Courmes et des Potez. Thérèse, quand elle prenait son bain, elle avait vue sur la mer et elle pouvait sortir sur sa terrasse. Durant la Seconde Guerre mondiale, Henri Potez, patron paternaliste, invite ses plus proches collaborateurs à travailler ici, en zone libre. Parmi eux, son banquier, Abel Chirac, le père de l'ancien président. Sur les photos, on voit même le petit Jacques en culotte noire. Mais en 1974, les Potez vendent le domaine. 10 années terribles pour le jardin vont suivre. Il fut même question d'y construire un énorme projet immobilier. Donc ça a failli être transformé en zone habitée. On ne sait pas si c'est du tourisme, mais probablement des petits immeubles de 3 à 4 étages et on aurait détruit les villas. Ouais. Ça aurait été la catastrophe. Et si la catastrophe a été évitée, c'est grâce à un petit groupe d'habitants du Rayolt et au Conservatoire du littoral. Le Conservatoire a racheté le domaine, 20 millions de francs, un quart de son budget de l'époque. André Delmonte était de ses premiers combats. T'es toute seule ? Ah, Aurélie. Après l'achat par le Conservatoire, il a participé au renouveau du site. Bon, je vais faire un tour au jardin. Moi, je suis un Varois. Je suis un enfant de la colline et de la mer. Donc tout de suite, ça m'a fait vibrer. Il y a une lumière pas possible. Ça fait rêver, tout de suite, ça fait rêver. Et on le ressent après, les gens, ils disent que c'est le paradis, que c'est beau, qu'il y a plein de lumière, qu'il y a plein d'images, qu'on peut se reposer et qu'on a beaucoup de chance. Mais ça, c'est vrai, on sait qu'on a de la chance. Et pour sauver le jardin des griffes de l'immobilier, il a fallu la provoquer, la chance. Salut les gars, salut les filles. Ça va Karine? Bonjour, ça va. Ça a été très 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 long parce qu'il y avait vraiment une bagarre entre les deux entités, ceux qui voulaient la promotion immobilière et ceux qui ne la voulaient pas. Et aujourd'hui, donc on a ouvert en 1989, il y avait 3 employés, 3 salariés, dont un directeur à 3 quarts de temps et 600 visiteurs. Et aujourd'hui, il y a 27 salariés en contrat à durée indéterminée et 75 000 visiteurs par an. Le chemin, il n'est pas terminé encore, mais on peut dire qu'on a réussi à montrer qu'en protégeant un site, la nature, on pouvait faire aussi de l'économie touristique, culturelle et sociale. Et alors oui, je suis fier. Oui, j'ai pas honte. Finalement, j'ai pas honte.
Justement, en matière d'économie et de culture, Olivier Birba en connaît un rayon. Il gère depuis 5 ans la librairie du domaine. Elle possède l'un des fonds les plus importants de France sur la nature. 3000 références. Ça peut être la thématique de l'enfant, la thématique du bien-être, la thématique de la cuisine, même la littérature. Mais tout ça à travers ce prisme, à travers l'idée de parler de la nature ou de se servir de la nature. Tu peux te servir de la nature pour cuisiner, tu peux te servir de la nature pour te soigner, tu peux te servir de la nature pour t'évader, même dans la littérature si tu veux. Le directeur de l'association qui s'occupe du domaine, le voici, Olivier Arnaud. Je voulais voir un peu les nouveautés qui sont arrivées. Pour lui, la librairie, c'est l'un des poumons financiers. Elle génère 1/5 des recettes. Alors moi, je suis surpris qu'on puisse écrire tant que ça sur la permaculture. Sur la permaculture, oui. C'est le mot à la mode. Car un visiteur heureux est un visiteur qui s'arrête ici. Il n'a pas envie de quitter le domaine, il tourne dans la librairie, il regarde les ouvrages, il va finir par acheter quelque chose. Et c'est là qu'on voit que la visite est réussie. C'est-à-dire que le domaine du Rayol sans la librairie à la sortie ne serait pas du tout le même. Et c'est vraiment pour nous un élément majeur de la réussite du parcours en fait, de visite. Parmi les milliers d'ouvrages, un auteur revient souvent, Gilles Clément. On lui doit le jardin dans sa forme actuelle et, souvenez-vous, la petite citation sur l'ardoise à l'entrée du domaine. Gilles, c'est vraiment quelqu'un de multiple. C'est un jardinier, c'est un paysagiste, c'est un poète, c'est un dessinateur. C'est peut-être même un philosophe, je crois, on peut pouvoir dire. C'est quelqu'un qui aura sûrement marqué de son empreinte le travail sur le jardin, le dépassement du jardin à la française pour retourner vers un jardin plus sauvage. Gilles Clément, justement. En octobre dernier, il est venu pour la journée donner une conférence au domaine. Et au moment des dédicaces, ils étaient nombreux à attendre sa signature. C'est un humaniste, un jardinier humaniste, on va dire ça comme définition. C'est une vraie philosophie voilà, du jardinage, dans un respect du jardin, de la nature, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve passionnant, quoi. Si vous ne le connaissez pas encore, sachez que vous avez peut-être déambulé dans une de ses créations. Le parc André Citroën ou les jardins du quai Branly à Paris. Et bien sûr, le domaine du Rayol et ses jardins des Méditerranées, créés il y a tout juste 30 ans. Il y a quand même beaucoup de sentiers, beaucoup de dénivelés et beaucoup d'espaces qui sont conçus comme des clairières et qui ne sont pas connectés visuellement les unes avec les autres. Donc il faut pouvoir aller les voir une par une et chacune d'elles est dédiée à un pays différent. Un pays différent sur la planète, mais un pays possédant un climat semblable à celui-ci, qu'on appelle le biome méditerranéen, cet ensemble-là. En route vers l'Australie et le grand eucalyptus. En 1989, à la création du jardin, c'est là que Gilles Clément est intervenu pour la première fois, en conservant tout simplement les écorces de l'arbre en un paillage artistique. Les eucalyptus, dans leur pays, ils perdent tous aussi leur écorce, comme bien des arbres, mais ça protège le sol, ça maintient l'humidité en dessous, c'est un paillage naturel. D'accord, c'est un peu stérilisant parce qu'il y a de l'eucalyptol, et chez nous, on n'a pas les plantes qui vont être capables de pousser au travers, on n'est pas en Australie, mais il n'empêche que ça fait un sol protégé. Pour ses racines, pour lui, c'est très bien. Et ça s'est gardé comme technique, ce qui fait que les jardiniers, quand il y a un grand coup de vent, parce qu'il y en a qui s'envolent, hein, ben, ils viennent les remettre, suivant ce dispositif, et ça fait un humus qui se décompose très lentement, hein, parce que ça, c'est solide. Un arbre, aujourd'hui atteint par un champignon, mais que Gilles Clément ne veut pas voir abattre. Bon, j'espère qu'il va rester quand même, hein, parce que je trouve que c'est idiot de dire il est un peu malade, on va l'enlever. Il y a plein de gens malades qui y vivent toujours. 2 mois plus tard, pour que le vieil eucalyptus malade continue de vivre, décision est prise de lui couper quelques branches. Alors le début, il est un petit peu laborieux. Bastien de Beauvais, l'élagueur du domaine, se hisse à la cime de l'arbre, 30 mètres. C'est assez physique, on travaille beaucoup le cardio là. Voilà, on utilise toutes les parties du corps pour grimper.
Beaucoup les jambes, les bras. Il faut avoir une bonne respiration, une bonne santé, quoi. Juste à ta droite, là. Là? À ta droite. Là? Voilà. Quand on vient se hisser dans cet arbre, on a beaucoup de respect pour lui et surtout que je ne viens pas pour le caresser, je viens pour lui faire un peu de mal, je vais le tronçonner. Bon, il est en fin de vie, mais quand même, utiliser une tronçonneuse, couper des branches, ça reste toujours un acte assez délicat parce qu'un arbre, ça reste quelque chose de vivant et voilà, il faut faire ça en douceur. Il faut quand même être sur ses gardes et c'est vrai que c'est pas un métier qui est pratiqué par tout le monde. Ça reste un métier physique et dangereux. C'est un des métiers les plus accidentogènes en France. Être en confiance à 100% tout le temps, c'est pas bon. Moi j'ai encore un peu les jambes qui tremblent. Couper, c'est une chose. Après, il faut débiter au sol, il faut ranger, il faut broyer, il faut stocker. Quand je compte 2 semaines, c'est de A à Z, quoi, en fait. Laissons Bastien dans son arbre pour retrouver Alain, le chef jardinier. Contraste saisissant. Ici, c'est quasiment à la pince à épiler qu'il prend soin de la prairie californienne. Voilà, il faut que je fasse bien attention. Cette petite plante-là, qui est une plante d'Afrique du Sud, assez envahissante sur ce terrain-là, et qui va écraser tout. Voilà. C'est jamais du travail à 100%, mais on va faire très attention à bien enlever ce qu'on a envie d'enlever et laisser ce qu'on veut laisser. Conserver la biodiversité de ce domaine, c'est aussi la mission de Laurent Almaric. Godet à la main, il est parti pour sa récolte. Je suis le pépiniériste du domaine, l'infirmier aussi des plantes, parce que c'est moi qui les soigne quand ça ne va pas. Et là, on va aller multiplier une plante dont les jardiniers ont besoin pour replanter dans le jardin. Le jardin est un énorme réservoir de pieds-mers, en fait. J'ai toute la diversité qu'on pourrait souhaiter. Donc il n'y a absolument pas besoin d'aller acheter des plantes. Et en plus, ça fait partie de l'éthique du jardin de produire nous-mêmes et de vendre ou de proposer au jardin des choses que nous produisons nous-mêmes et pas des choses que nous achetons. Là, je suis en train de prélever un morceau de la branche pour en faire une bouture, c'est-à-dire un clone. Alors, dans ce mélange, il y a systématiquement de la terre franche, c'est-à-dire de la terre qui vient du jardin, la terre minérale, pour justement faciliter l'acclimatation future des jeunes plants. Nous sommes sur un site du Conservatoire du Littoral et par définition, sur un site du Conservatoire du Littoral, il n'y a aucun intrant, aucun pesticide de synthèse qui n'est autorisé. Lorsque ces petites boutures auront fabriqué des racines, d'ici 3 semaines, Laurent les mettra encore quelque temps dans des godets plus grands. On appelle ça des godets anti-chignons. En fait, ils vont empêcher les racines de la plante de tourner en rond autour du pot. Du coup, quand on va planter la plante en pleine terre, les racines auront déjà la direction verticale et vers le bas, et l'acclimatation se fera beaucoup plus facilement. Toute cette beauté, découverte par les courmes, préservée par le Conservatoire du Littoral, sublimée par Gilles Clément et les jardiniers, Ninon Anger en a fait son paradis. Depuis 30 ans, elle vient poser son chevalet au pied du grand eucalyptus. Il y a beaucoup d'orange, mais c'est sa couleur chaude, c'est sa couleur... Et puis là, il vient de pleuvoir il n'y a pas très longtemps et toutes les couleurs sont exacerbées, sont plus fortes, plus prenantes en fait. On peut dire des fois que les impressionnistes c'était il y a 150 ans, mais je m'en fous moi. Ça m'est égal. Je pense que
On n'aura jamais fini d'étudier tous ces vers, on n'aura jamais fini d'étudier toutes ces formes, on n'aura jamais fini de... Voilà, c'est un hymne à la nature en fait, peindre. Toutes les saisons sont belles. Ce que j'aime aussi, c'est le fait qu'il n'y ait pas grand monde. Donc c'est un jardin de privilèges, quoi. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de... Voilà, tout s'efface. Et en même temps, tout est là, fort, quoi. Fort comme un coucher de soleil. Ça me fait toujours rêver. Ces artefacts, tu vois, au coucher du soleil, quand tu crois qu'il y a encore une autre montagne derrière. Aussi souvent que possible, le soir, l'équipe du domaine se retrouve là. C'est la magie de l'hiver ici, les lumières. Ça conclut bien une journée, une belle journée, qui se conclut par un beau coucher de soleil. Des couchers de soleil comme celui-ci, Thérèse Courme a dû en voir des centaines, mais elle n'en a jamais parlé dans ses mémoires.